Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire point de marché de la séance européenne. Nous sommes le mercredi 28 juin et hier on a eu l'amende de Google qui a fait reculer le Nasdaq, un sentiment d'aversion pour le risque. Concrètement, tous les indices sont depuis en repli, à part l'indice australien cette nuit qui est composé seulement de 1,5% de, euh, euh, de valeurs technologiques, 38% de valeurs bancaires, les taux américains qui ont bondi, et donc voilà, on a eu seulement l'indice australien qui était dans le vert cette nuit, mais sinon tous les autres indices sont dans le rouge. Donc globalement, il est 9h, 9h01, je prévois une séance plutôt baissière pour les indices européens aujourd'hui. Alors, le trading avec effet de levier comporte des risques élevés et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes super votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes, omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors, on prend la température du marché. Comme je vous l'ai dit, on a tous les indices, Dow Jones moins 0,46, S&P moins 0,81, Nasdaq moins 1,61. Concrètement, ça s'accentue selon le degré de composition de valeurs technologiques. Plus un indice est composé de valeurs technologiques et plus il a reculé hier et cette nuit. On a le DXY qui a reculé de près d'1%, le T-Note à 10 ans qui a bondi 3%, c'est quelque chose qui n'a pas été vu depuis assez longtemps. Le yen recule cette nuit, le gold rebondit, et enfin tous les autres indices, ils sont en repli, pas parce que le Nikkei il est baissier, mais tout simplement parce qu'on a un sentiment d'aversion pour le risque. Donc ces données ont été données à 8h37 et ont sans doute évolué depuis. Le calendrier économique de la journée. Alors nous aurons concrètement aujourd'hui, ça sera sur le calendrier économique plutôt américain qui sera suivi par le marché. 14h30, la balance commerciale américaine et à 16h, les ventes de logements en cours. Voilà, c'est un petit peu, c'est tout ce qu'il y aura aujourd'hui. Un graphique, comme vous avez l'habitude de le voir, un nouveau graphique. Donc c'est une corrélation qu'on peut constater entre l'évolution du PIB allemand sur une année glissante et l'enquête IFO qui a été publiée récemment. Donc dès que l'enquête IFO est haussière, comme on peut le voir, c'est l'enquête IFO et pas le PIB qui le guide. Quand l'enquête IFO est haussière, et bien souvent ça présume d'une hausse du PIB allemand. Voilà. Et à l'inverse, et bien quand on a une baisse de l'enquête IFO, et bien on a une baisse à prévoir du PIB allemand. Voilà. Alors on va passer au marché. Nasdaq, voilà, je vais vous partager ce graphique-là. Donc il retourne sa moyenne mobile à 50 séances. 50 séances qui n'a pas été dépassée depuis euh, le, le 12. Alors, c'est le 7, pardon, le 7 décembre dernier. Donc potentiellement d'un point de vue technique, c'est un point d'achat assez intéressant. Alors on va tracer ensemble une ligne de tendance qui vient, donc ligne de tendance qui vient chercher les points bas depuis l'été dernier. On peut en tracer une autre ici, une autre ligne de tendance. Donc celle-là n'est pas pertinente. On peut en tracer d'autres. On vient chercher en fait tous les points bas. Voilà. Voilà, 1, 2, 3 points de contact, on est en train de la casser. Ligne de tendance qui a cherché les points bas depuis le 2 décembre dernier. Voilà. Donc ça peut être intéressant, vous voyez qu'on est en train de casser. Enfin, en tout cas, on a eu la cassure hier. Personnellement, je ne favoriserai pas les positions vendeuses sur le Nasdaq. Je pense qu'il peut encore reculer pour venir chercher 5583. Mais potentiellement, là, le cours coïncide. Enfin, la ligne de tendance, l'oblique haussière qui date depuis plus de 7 mois, enfin quasiment 7 mois, coïncide avec la moyenne mobile à 50 jours. Donc là, on est sur un très très bon niveau de support, le Nasdaq, à voir à l'ouverture des marchés si il continue de reculer. S'il recule, ce sera un signal baissier jusqu'à 5583 et dans le cas contraire, ça pourrait rebondir et revenir à 5788. Je pense, concrètement, il y a plus de chances qu'il recule étant donné que le marché n'a pas encore totalement digéré, n'a pas encore pris suffisamment de bénéfices sur le marché des actions. D'autant plus que Janet Yellen a indiqué hier depuis Londres que le marché des actions, des obligations était survalorisé. Et donc voilà, ça a accentué un petit peu ce sentiment. Bonjour à vous François.
Alors on passe sur la séance asiatique, ça c'était une petite parenthèse. Voilà, le Hang Seng Index il recule, il revient sur les 25 600 points. Le Shanghai Composite, pareil, séance baissière. Le Nikkei, concrètement, il se consolide entre les 20 000 et 20 235 points. Bon, le Nikkei, concrètement, on arrive sur des zones, on arrive dans une zone estivale, comme vous le savez tous. Donc c'est une zone où il y a pas autant de volume qu'en période normale, et donc souvent les niveaux de support résistance deviennent beaucoup plus fiables lors des faibles volumes. C'est comme un petit peu quand vous tradez, je ne sais pas si vous tradez la séance asiatique, mais pendant la séance asiatique, il y a moins de volume, moins de volatilité que pendant la séance londonienne ou enfin la séance européenne ou la séance américaine, et donc les niveaux de support résistance pendant la séance asiatique sont beaucoup plus fiables. C'est-à-dire qu'on va privilégier pendant la séance asiatique les range trading, achat support, vente résistance, alors que pendant la séance européenne et américaine, et encore plus pendant l'intervalle où la séance européenne chevauche la séance américaine, et bien ici la volatilité est très élevée et donc les niveaux de support résistance eh bien deviennent beaucoup moins fiables. Il y a souvent des breakouts pendant ce chevauchement. Voilà, donc là on arrive peu à peu dans une zone dans une période de faible volume et donc les niveaux de support résistance deviennent techniquement plus fiables. Le CAC, voilà, ouverture à la baisse. On passe direct au CAC avant de passer sur le Forex. Il est 9h07. Donc il passe sous les 5236. Concrètement, il peut aller chercher 5002. Il peut aller chercher 5002. L'avantage du CAC, c'est il a une composition plus importante que son voisin allemand ou que l'Eurostoxx. Une composition plus importante, pardon, sur le niveau bancaire. Et étant donné que les taux américains ont bondi, eh bien on a les banques qui ont été spéculées à la hausse. Regardez, on met le taux 10 ans. Alors j'ai pas vérifié, hein, mais c'est une corrélation qui existe. Donc là on a les taux 10 ans, américains. On va ajouter, alors juste des banques françaises, hein, BNP, Société Générale, AXA, Crédit Agricole. Voilà, donc les 4 banques du CAC. Alors on va faire ça pas non plus. On va mettre en bleu toutes les banques françaises. On n'a pas besoin de différencier entre BNP, etc. C'est pas le but. Le but c'est de voir la corrélation qui existe entre les banques françaises et les taux américains. Voilà, donc les taux américains en vert, vous voyez que ça bondit. Et alors, ils n'ont pas été encore pricés, les banques, étant donné que l'ouverture est actuellement. Et si on se met en H1, peut-être que... Ah non, pour le moment, ça n'a pas été... Alors si, on a eu une petite hausse ici. On n'en a pas eu encore de hausse sur les banques françaises, malgré la corrélation qui existe entre les taux à 10 ans et les banques françaises. Donc dès qu'on a un repli des taux, les banques sont souvent sous pression et ça empêche leur évolution. Voilà. Par contre, dès que les taux bondissent, vous voyez que les banques sont haussières également. Donc là, on a alors, là, je suis sur le taux 10 ans, pardon. Enfin, j'étais sur DXY. Donc là, on a une hausse des taux américains. On va peut-être voir aujourd'hui une hausse du secteur bancaire. En tout cas, le secteur bancaire australien a particulièrement bien réagi à la hausse des taux américains. Donc on peut s'attendre à la même chose aujourd'hui sur les banques françaises et européennes. Voilà, donc le CAC c'est peut-être celui qui va le moins être baissier aujourd'hui, en tout cas pour moi à l'ouverture, avec le CAC c'est 0,72, le DAX 0,78 et l'Eurostoxx 0,18. Donc voilà. Donc le CAC concrètement, je pense qu'il peut venir chercher 5002 dans les prochaines séances, tant que la version pour le risque perdure, et tant que techniquement on est dans ce canal baissier. La stratégie c'est vente à l'oblique supérieur et achat à l'oblique inférieur. Bonjour François, alors un second François, François Hoffman, je pense que je le prononce bien, enfin en tout cas si je ne le prononce pas bien, excusez-moi, et bonjour à vous Brigitte. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser, hein, j'y réponds pendant le webinaire. Voilà. Alors le CAC retour 5002 prévu, si ce n'est pas fait dans la journée, ça sera fait dans les prochaines séances. Vous pouvez voir que ici, le CAC bute sur le support du gap baissier du 15 juin dernier. On a le pétrole également qui, malgré le rebond, malgré la 4e séance consécutive de hausse, fait pression. Voilà, on a eu le secteur pétrolier aux États-Unis qui a fait pression
sur les indices boursiers, tout simplement parce que le marché ne croit pas. Il ne croit pas au rebond du pétrole et donc il vend toujours le secteur de l'énergie. Donc on a une pression venant du secteur technologique, une pression venant concrètement du sentiment du marché, la crédibilité du rebond du pétrole, voilà. Et on a les banques qui, voilà, aujourd'hui, enfin depuis hier, extrêmement rebondissent grâce au rebond des taux, mais les taux sont d'un point de vue cette semaine, en fait lundi, hier matin, les taux américains étaient extrêmement bas, ils étaient à des plus bas depuis novembre 2016. Donc voilà, depuis les dernières semaines, les taux américains ont beaucoup reculé et donc les banques étaient sous pression. Depuis hier, c'est exceptionnel, mais voilà, on a trois secteurs qui font pression. Les banques, sur du moyen terme, hein, les banques, les secteurs technologiques depuis peu et le secteur pétrolier. Alors Jean-Pierre, bonjour à vous, bienvenue, je suis nouveau, écoutez, et bienvenue, ça me fait plaisir de vous accueillir. Quel indice les taux sur le dollar? Alors, quelle incidence les taux sur le dollar? Eh bien écoutez, si on regarde cette corrélation, donc les taux américains, on regarde avec le DXY, donc normalement il y a une corrélation d'un point de vue historique qui est plutôt négative. Depuis peu elle est positive, alors, enfin non pardon, excusez-moi, la corrélation est dite positive, tout simplement parce que quand les taux reculent, ça veut dire qu'ils sont achetés, et donc le DXY est vendu. À l'inverse, dès que on a le DXY qui est acheté, vous voyez, alors le DXY il est en bleu. Dès que le DXY est acheté, les taux sont vendus et donc ils rebondissent parce que du coup les taux américains doivent, il y a moins d'offres et donc ils proposent des taux plus élevés. C'est l'offre et la demande, tout comme toujours. Mais voilà, il y a une corrélation qui est dite positive. Donc quand ça achète le DXY, ça vend les taux et quand ça achète les taux, ça vend le dollar. Voilà, donc à très court terme, on a une corrélation totalement négative, comme vous pouvez constater. Alors donc quelle incidence le rebond des taux sur le dollar? Eh bien, à très court terme, il y a une corrélation qui est négative, mais à long terme, c'est corrélé positivement et donc concrètement, c'est plutôt les taux qui dirigent le DXY et donc une hausse des taux, ça pourrait tirer le DXY, ça pourrait provoquer un rebond. Le plus important, c'est pas techniquement les taux, mais c'est surtout le spread. Voilà, on parle de spread, par exemple le spread donc que vous avez le chandelier, donc c'est les taux américains versus le taux canadien, japonais, Royaume-Uni et européen. Enfin européen, allemand, qui représente globalement la zone euro. Et donc ce spread, dès qu'il s'écarte, vous voyez, le DXY est acheté en dépit des taux, en fait. Et dès que le spread se rétrécit, donc les taux sont achetés en dépit du DXY. Maintenant, si vous comparez le taux, si on regardait l'euro-dollar, avec le spread donc le spread des taux allemands moins moins américain, on trouve une corrélation totalement positive. Alors, j'ai mal écrit. On va se mettre depuis le début de l'année. Donc en bleu, nous avons le spread des taux. Donc dès que les taux s'écartent, on a l'euro qui s'apprécie. Donc en fait, dès qu'on a, comment dire, par exemple, les taux américains qui surperforment, en fait, enfin tout simplement, en fait, ça va dépendre. Si les taux, en fait, la soustraction des taux allemands moins les taux américains, dès qu'il va être plus élevé, ça va profiter à l'euro. Et dans le cas contraire, dès que le spread va se rétrécir, va s'aplatir, on aura un bénéfice pour le dollar US. Voilà, donc là, les taux allemands avaient progressé depuis hier matin, après le discours de Mario Draghi, qui avait indiqué que les forces déflationnistes ont été remplacées par des forces reflationnistes, donc extrêmement hawkish. Extrêmement hawkish, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché spécule encore plus sur une fin de la politique monétaire accommodante. Fin de politique monétaire accommodante égale hausse des taux directeurs parce que fin du quantitative easing et donc hausse des taux obligataires.
Voilà, c'est de la pure spéculation. Donc après les propos de Mario Draghi, le taux allemand a bondi, ce qui a profité à l'euro. Et ensuite, on a les taux américains qui ont bondi en fin de journée hier. Et donc, voilà, a fait un petit peu pression sur l'euro. Si on regarde sur du H1, je ne sais pas si j'ai les taux en H1. Je ne pense pas avoir, voilà, j'ai pas les données, malheureusement, sur du horaire. Mais voilà, le spread avait rétréci hier en fin de journée comparé à hier matin. Donc, pour faire en bref, quelle incidence les taux sur le dollar? Sur du long terme, dès qu'on a une hausse des taux, on a une hausse du dollar US. À l'inverse, dès qu'on a une baisse des taux américains, on a une baisse du dollar US. Le DAX 12 500, alors le DAX il casse son canal descendant, il casse les 12 115, vous voyez, un gap baissier de plus de 80 points quasiment. Sur le DAX qui est assez important. La première résistance, le premier support que je vois. Donc aujourd'hui c'est en short pour les indices européens. C'est vraiment on va pas chercher des positions acheteuses. Là on a un premier pivot ici. Ensuite on aura les 12 500 points. Je pense que de toute façon, bon vous le savez, statistiquement on rentre dans une période creuse, enfin dans une période estivale. Qui dit période estivale dit que le marché consolide, comme on peut le voir sur ce graphique-là, sur ce site-là qui est vraiment très intéressant, s'appelle equityclock.com. Et donc vous avez en fait une moyenne des indices boursiers depuis sur les 20 dernières années. Donc par exemple, on regarde le NIS Composite, donc le NIS qui représente 2000 actions américaines, et comme on peut le voir, de mai à octobre, consolidation, léger repli, et ensuite ça repart. Voilà, c'est la statistique du cours des actions du NIS sur les 20 dernières années. On regarde le DAX qui n'échappe pas à cette consolidation. On peut regarder quasiment sur tous les indices, à part les indices asiatiques et les indices comme le Nasdaq qui est composé à majorité technologique, mais sinon les indices, comment dire, européens, américains et qui sont pondérés de façon qui sont assez diversifiés, eh bien on a une consolidation pendant l'été. Voilà, regardez ici, juin, juillet, donc sur les 20 dernières années, à partir de fin juillet, début août, le DAX retrace et ensuite il repart à la hausse fin septembre, début octobre. Donc le point commun sur tous les indices, que ce soit européens ou américains, on a en mai concrètement un ralentissement de la tendance haussière, soit ça consolide, soit ça se replie. Fin septembre, début octobre, le point bas est fait, et ensuite ça repart à la hausse. C'est statistique, ça ne veut pas dire que cette année, le DAX ne va pas progresser cet été, mais en tout cas, il y a plus de chances qu'il retrace. Donc il peut retracer jusqu'à où? À court terme 12 500, il pourrait aller beaucoup plus bas, il pourrait revenir sur le gap haussier après la qualification d'Emmanuel Macron, donc à 12 313 points. Voilà. Alors moi je suis pas baissier sur les indices, vous savez, pour ceux qui me suivent, vous connaissez mon opinion sur les indices boursiers européens, je suis extrêmement bullish, mais voilà, à court terme je pense que cette période estivale devrait marquer une pause de la progression des indices qui sont vraiment très performants cette année. Le CAC, je vous rappelle, l'année dernière a clôturé, donc il a été dans le territoire négatif jusqu'au 4-5 décembre, après en fait le référendum italien. Donc du 1er janvier 2016 au 4-5 décembre 2016, le CAC était dans le rouge. Et ensuite, au dernier mois de l'année, il a été haussier et il a clôturé en gain de 4%. Là, le CAC fait déjà, alors il me semble 7 ou 8% depuis le début de l'année. Donc il y a quand même une super-performance pour le moment du CAC par rapport à l'année dernière. Ce n'est pas fini, à mon avis, le CAC va retracer également cet été. À l'inverse du DAX qui vient de casser son canal descendant, le CAC lui est inscrit dans un canal descendant. Voilà, donc CAC 5002, je le répète. Le DAX, on vient chez 12 541, donc là il y a une trentaine de points à aller chercher en short, je pense, que ce soit sur de l'intraday ou du court terme. Et l'Eurostoxx, voilà, l'Eurostoxx 3500 points. 3500 qui est un pivot important. L'Eurostoxx, je vous le rappelle, il est composé, on va dire, je vais refaire l'étude prochainement, je l'avais fait en décembre, mais il était composé, alors il me semble, à 75% environ de valeur du CAC ou du DAX. Donc en fait, l'Eurostoxx donnait une température du CAC et du DAX. C'est assez compliqué de acheter, par exemple, imaginons le CAC, si l'Eurostoxx est baissier. Et vice versa. Pareil pour le CAC, pour le DAX. On va favoriser les positions acheteuses sur les indices européens dès que le CAC, DAX et l'Eurostoxx vont converger. Voilà, donc le pivot important sur l'Eurostoxx, c'est 3500. Enquête cassure des 3500 points.
la prochaine résistance sera les 3500, le prochain support, pardon, sera 3550. Et donc, si on a cette cassure baissière, ça pourrait shorter l'Eurostoxx et donc shorter du CAC et du DAX. Parce que dès que vous shortez l'Eurostoxx, vous shortez des actions du DAX et du CAC. Voilà. Donc c'est important de surveiller l'Eurostoxx si vous tradez les indices européens. Donc voilà, l'Eurostoxx, en conclusion, tant que les 3500 tiennent, on va dire que le potentiel baissier est limité. En cas de cassure, des 3500, une cassure journalière, hein, je parle bien, parce qu'on peut avoir un faux signal, on peut avoir une cassure horaire et ensuite le réintégrer avant la clôture. Donc tant qu'on n'a pas cette cassure journalière, la tendance baissière sur les indices européens est, est écartée sur du moyen terme. Si on a la cassure, ce sera un signal baissier sur le DAX et le CAC. Le CAC reviendra probablement sur les 5122 et le DAX reviendra probablement sur les 12313. Tout simplement. Alors François qui nous dit DAX 12500, oui, moi je suis d'accord avec vous. Comme j'ai dit, que pas forcément en intraday, mais en tout cas dans la semaine, c'est fortement probable. Je ne pense pas que la version pour risque va s'effacer en une journée. On a quand même pas mal de facteurs. On a le pétrole, on a la crédibilité du rebond du pétrole. On a le secteur technologique et sur du moyen terme, on a les banques qui se sont repliées à cause des taux bas, des taux américains, taux obligataires américains qui sont très très bas, comme on peut le voir ici. Vous voyez, depuis le début de l'année, les taux américains, donc si on se met en year to date, donc du 1er janvier à aujourd'hui, les taux américains ont reculé de 8,80% malgré le rebond d'hier. Et on a fait un plus bas à moins 14%. Donc ce qui est juste, c'est pas énorme, mais c'est quand même important. On passe donc sur le Forex. Je vois que j'ai plus de questions sur les indices, donc on passe sur le Forex. Tour des paires majeures, l'euro qui a rebondi hier après les propos de Mauro Draghi que je vous ai cités juste avant, hein, donc je le répète. Au Portugal, Mauro Draghi a indiqué hier que les forces déflationnistes ont été remplacées par des forces reflationnistes. Donc c'est vraiment très très positif. En tout cas, ça a été interprété comme tel. Très très positif pour la zone euro. D'ailleurs, l'euro-dollar est revenu sur un plus haut annuel. Il revient sur des niveaux datant de le 24 juin 2016, donc d'un an. Il revient sur des plus hauts d'un an. Néanmoins, à mon avis, c'est une hausse de court terme. Tout simplement parce que il n'y a pas vraiment de facteur, à part ce discours-là. Rien n'a vraiment changé depuis la semaine dernière. Et depuis le mois dernier. Et depuis un mois, l'euro est en consolidation. Donc voilà, c'est vraiment une hausse qui a été bien interprétée par le marché. Mais concrètement, il n'y a pas vraiment de justification en termes de chiffres qui soutient cette hausse. Donc, à mon avis, c'est une hausse de court terme et on va probablement voir dans les séances à venir un pullback sur les 1,1277 voire plus bas. En tout cas, tant que le DXY est orienté à la baisse, l'euro sera soutenu parce qu'on le sait tous, hein, nous l'avons vu, on le voit quasiment tous les jours ensemble. Il y a une corrélation parfaitement négative entre l'euro et le dollar. C'est-à-dire dès que le dollar recule, l'euro est soutenu. Dès que l'euro est baissier, le dollar est soutenu. Voilà, donc là on est sous résistance, l'euro dollar il bute sur les 1,1371. Je ne pense pas qu'il va le dépasser, on n'a pas de facteurs aujourd'hui, d'annonce économique qui pourrait soutenir l'euro. Et donc concrètement ça devrait être une journée plutôt neutre pour l'euro-dollar, consolidation évolution entre 1,1330 et 1,1376. Donc à mon avis 40 pips de range trading aujourd'hui sur l'euro-dollar. L'USD Yen qui a progressé cette nuit. Alors non, pardon, il a été effacé ce matin. Quand j'avais regardé un peu plus tôt, il était un petit peu haussier, il me semble. Alors, voilà, il était un tout petit peu, il était un tout petit peu haussier. Donc l'USD Yen, vous voyez que il est haussier. Alors c'est pas grâce au dollar US, c'est simplement au recul du Yen. Depuis maintenant plusieurs séances, hein, la hausse de l'USD Yen est uniquement due à cause de la dépréciation du Yen. Et donc soutient l'USD. Parce que si on regarde USD Yen versus DXY, bon à part hier parce qu'il a reculé, DXY, mais sinon vous pouvez voir que ici il y a globalement une consolidation, et pourtant l'USD Yen a été soutenu.
voyez ici, on a eu un chandelier vert, et pourtant ici, on a eu un rebond du DXY. Donc c'est uniquement dû à cause du yen. À part hier, forcément, c'était le DXY qui avait soutenu la hausse de l'USD yen. Voilà, donc l'USD yen, concrètement, il teste les 112,24. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis et de conseils à vous donner sur l'USD yen. L'USD est relativement faible, le yen également. Donc concrètement, il y a pas vraiment, c'est pas très intéressant, je trouve, de trader l'USD yen. Pas vraiment d'objectif, il n'y a pas vraiment de vision, de tendance claire et précise. Un jour, ça va être le yen qui va progresser, un autre jour, ça va être le dollar. Et en fin de compte, on se retrouve, il y a un trimestre, il y a 3 mois, jour pour jour, on se retrouvait au même prix. Voilà, donc concrètement, on n'a pas de tendance sur le USD yen. La tendance de fond, elle est baissière, comme on peut le voir, le yen a le dessus depuis le début de l'année. Regardez, l'USD yen depuis le début de l'année baissier, donc c'est à dire que le dollar US sous-performe vis-à-vis du yen. À court terme, c'est le yen qui le soutient. Voilà, donc prochaine résistance technique, pour ceux qui tradent l'USD yen, ce sera 112,75. AUD USD. L'AUD USD, il bute sur les 0,76, donc moi j'ai un objectif haussier jusqu'à 0,77. Je pense que ce sera atteint. Voilà, tout simplement. Je pense que ça va être atteint. Tout simplement parce que le dollar australien est bullish, il super-formé hier. On regarde la UDNZD qu'on a l'habitude de regarder tous les jours. On a une divergence haussière pas encore validée parce qu'on n'a pas la cassure encore des 50 du RSI. Dès qu'on aura la cassure de 50, vous voyez qu'on a une divergence haussière. Et donc la divergence pourrait être validée. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas cette cassure de 50, la divergence pour le moment n'est pas valide. Mais ce qui est important de remarquer, c'est que cette ligne tendance haussière en noir, elle vient attraper tous les points bas, hein. Vraiment tous les points bas sans exception, depuis le début de l'année 2015, donc depuis 2 ans. On a un rebond quasiment sur cette ligne tendance, plus un rebond sur cette ligne verte qui représente un support mensuel, et en plus cette divergence haussière du RSI. Donc on a 3 signaux qui favorisent cette hausse de la UDNZD. En cas de cassure de 50, la UDNZD prochain objectif sera 1.05 et ensuite 1.0638. Alors ce n'est pas pour autant que moi je vais trader l'AUD NZD, étant donné que l'AUD et le NZD sont deux devises extrêmement fortes. Le top 3 depuis le début de l'année, c'est l'euro, l'AUD et le NZD qui sont haussiers. Donc on va pas essayer de chercher à acheter deux devises haussières. On va essayer de combiner une devise bullish avec une devise baissière. Donc ça va être par exemple l'AUD USD ou l'AUD Yen. Actuellement, voilà, sur du moyen terme, c'est vraiment intéressant. Donc moi je crois à la hausse de l'AUD USD malgré ces 2 journées de doute. Pour moi ça ne fait aucun doute, l'AUD USD viendra chercher les 0,77. Voilà, c'est qu'une question de semaines. Voilà. D'ici 2-3 semaines, je pense que c'est largement faisable. Voilà, donc 0,77. Hop. Voilà, je le marque pour être transparent avec vous. On regarde le NZD USD, ensuite on va faire un tour des paires mineures qui sont intéressantes, bien évidemment pas toutes, mais voilà, on a des scénarios qui peuvent être intéressants. NZD USD, pareil, c'est haussier. Moi je reste fondamentalement haussier sur NZD USD. Si on compare par rapport aux autres devises, elle est plutôt haussière. Vous voyez ici, on a eu la cassure de cette oblique. On vient chercher les précédents plus hauts. Donc d'un point de vue de chartisme, l'objectif a totalement été accompli. Attention néanmoins à cette divergence baissière sur NZD USD qui n'est pas encore validée. Vous voyez ici, on a des points hauts de plus en plus hauts sur le cours. Et l'indicateur RSI diverge. Donc on a des points hauts de plus en plus bas. Tant qu'on n'a pas la cassure de 50, la divergence n'est pas totalement validée. Donc soyons patients. Si on a une cassure de 50, alors on pourra envisager les positions short sur le NZD. L'euro GBP donc, qui a bien évolué, hein. L'euro qui est venu chercher un 0,8873, un point haut depuis l'été dernier, voilà, depuis le 11, alors depuis le 8 novembre dernier, excusez-moi. Moi je pense que l'euro GBP peut venir chercher 0,90, ça va être long.
Mais voilà, honnêtement 0,90 c'est un objectif totalement atteignable sur du moyen terme. Tout simplement parce que l'euro est soutenu, il y a beaucoup de catalyseurs qui vont dans le positif, enfin qui vont dans le sens de l'euro, à l'inverse de la livre sterling qui est sous pression à cause des négociations du Brexit, à cause de la BOE qui ne remonte pas ses taux malgré l'inflation extrêmement élevée au Royaume-Uni. Je vous rappelle que l'inflation core, elle a doublé depuis le vote en faveur du Brexit, donc en un an, l'inflation core est passée de 1,3 à 2,6%. Donc c'est l'inflation sans prendre en compte l'alimentation et sans prendre en compte le pétrole, qui est une constante vraiment influente sur le, le cours enfin sur l'inflation. Maintenant, si on regarde l'inflation classique, c'est-à-dire l'inflation générale, donc qui prend en compte la réelle inflation, on se met en Europe, Royaume-Uni, l'inflation est extrêmement élevée, 2,9%. Quasiment 3% d'inflation, vous voyez comment l'inflation s'emballe depuis le vote en faveur du Brexit, donc elle est à 0,6% lors du vote, 0,5, 0,6, et depuis elle est à 3%. Donc il y a beaucoup de questions au Royaume-Uni qui se posent, l'inflation qui est vraiment un fléau, un problème au Royaume-Uni. La BOE décide de garder ses taux inchangés il y a 2 semaines pour anticiper, pour se protéger du Brexit. Parce que Brexit pourrait avoir une conséquence sur la croissance. Elle a d'ailleurs déjà une conséquence sur la croissance qui est relativement faible. Regardez, si vous regardez l'inflation 2,9, la croissance du PIB annuel, elle est juste à 2%. Vous voyez, elle frôle les 2%. Donc c'est pas encore les conditions idéales pour remonter des taux. En plus de cela, on a un taux de chômage extrêmement bas au Royaume-Uni. Et donc taux de chômage relativement bas, ça veut dire hausse des salaires, ça veut dire hausse de l'inflation. Voilà, donc on a la baisse de la livre sterling de plus de 18% en un an face au dollar ou face à l'euro qui soutient l'inflation. On a le taux de chômage également, donc voilà, un jour ou l'autre, tôt ou tard, la BO devra remonter les taux parce que l'inflation, si elle atteint 5%, concrètement, ce sera impossible à tenir. Enfin, ça sera vraiment une problématique au Royaume-Uni. Voilà, donc l'euro GBP concrètement c'est bullish en raison de ces conditions. Theresa May qui a perdu son leadership après les élections législatives il y a 3 semaines. D'ailleurs il y a des questions qui se posent au Royaume-Uni, c'est un potentiel remplacement de Theresa May. Donc voilà, concrètement il y a une perte de leadership. Theresa May qui maintenait une position de hard Brexit, donc qui donnait confiance un petit peu au marché. On avait l'impression que Theresa May était assez confiante quant aux futures relations avec l'Union européenne. Là concrètement, on sent bien que c'est l'Union européenne qui tient les rênes, et donc le marché, par prudence, délaisse la livre, soutient l'euro. Voilà. Donc l'euro GBP, pour cette raison-là, je pense que, et sans compter les catalyseurs, les indicateurs économiques qui progressent en zone euro. Mais voilà, juste par rapport à une analyse de la livre sterling, moi sur du moyen long terme, je suis baissier sur la livre et donc haussier sur l'euro GBP. 0,90 c'est pour moi un objectif qui sera atteint dans quelques semaines, peut-être à la fin de l'été, voilà. Faudra être patient. L'USD CAD. Alors le CAD qui se renforce extrêmement depuis ces quelques séances de hausse du pétrole. On a la cassure de cette ligne tendance, donc on a bien fait de ne pas la payer. Je vous rappelle, tout au long de la semaine dernière, j'étais tenté de payer cette ligne tendance qui est en place depuis 2016 et qui vient attraper tous les points bas. Bon, on a la cassure à cause du rebond du pétrole, rebond sur les 1,31-21. Tant que le pétrole rebondit, ça fera pression sur le SD4. Voilà, donc je ne sais pas jusqu'à temps quand le pétrole va rebondir. A priori, on devrait avoir une troisième semaine de déstockage aux États-Unis cette semaine. Donc ça devrait soutenir le pétrole. Mais bon, on ne sait pas encore vraiment la publication qui aura lieu à 16h30 aujourd'hui. Voilà, c'est de la spéculation. Donc tant que le pétrole rebondit, ça soutient le CAD et ça fait pression sur l'USD CAD. D'ailleurs, à court terme, le CAD est la devise la plus forte. Si on regarde l'AUD CAD, donc l'AUD qui est la devise la plus forte ces derniers temps, ben vous voyez que ces 2 dernières séances, c'est le CAD qui a le dessus. Il est super fort. Alors,
moi, c'est pas pour autant que je vais acheter le CAD, étant donné que je ne pense pas que le pétrole a fait son point bas. Donc, voilà, si on achète le CAD aujourd'hui et que le pétrole se replie, le CAD il va se replier. Donc je ne pense pas que ce soit une stratégie vraiment intéressante, en tout cas fiable, d'acheter du CAD à ce prix de pétrole. Maintenant, si le pétrole revient sur les 40 dollars, pardon, voilà. Le pétrole, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 séances consécutives de hausse. Si le pétrole revient sur les 40 dollars, on a une très très forte zone de support, un support technique, un niveau de support mensuel, les 50% de retracement de Fibonacci, un seuil psychologique. Donc voilà, 41 dollars. Pour moi, c'est un niveau de support très très important. Et donc oui, un achat du CAD lorsque le pétrole sera sur ce niveau de support, ça sera intéressant. Mais là, concrètement, on a eu un rebond qui est venu de quasiment nulle part. On arrive sur des niveaux de résistance. Donc voilà, moi personnellement, je m'abstiendrai à payer le CAD sur du moyen terme. À court terme, pourquoi pas, jusqu'à 16h30, pourquoi pas, avant la publication des stocks du pétrole. Mais sinon, sur du moyen terme, honnêtement, je pense que c'est une stratégie vraiment risquée de payer le CAD. Bon, prochaine résistance sur le CAD, c'est cette oblique haussière qui vient chercher les points hauts depuis le mois de décembre 2016 et qui se situe voilà, aux alentours des 86-87 actuellement. Donc CAD Yen en intraday, pourquoi pas une stratégie haussière jusqu'à 85,53, mais encore une fois honnêtement je trouve que c'est assez risqué de payer le CAD. Voilà, moi je constate qu'il est haussier grâce au rebond du pétrole, mais ça se trouve à 16h30 on aura un restockage du nombre de barils de pétrole aux États-Unis et donc le CAD sera baissier. Voilà, donc c'est un petit peu le loto comme la livre sterling. Et encore, je préfère payer le CAD que la livre. Mais voilà, ce que je constate, c'est que le CAD est une devise extrêmement forte depuis le début de la semaine. Ensuite, on a l'AUD, le NZD, l'euro, la livre, le yen, et enfin le dollar US qui est... Enfin, le yen, et enfin... Alors pardon, excusez-moi, je refais le classement des devises des plus fortes aux moins fortes. Le CAD, en première position, l'AUD, le NZD, l'euro, le GBP, l'USD et enfin le yen. Le yen, on va chercher à le shorter. Donc, tout ce qui va être AUD yen, voilà, l'objectif a quasiment été atteint cette nuit. Vous voyez, l'objectif qui avait été donné en début de semaine, il me semble, ou alors c'était la semaine dernière, je ne me souviens plus. 85,52, on a fait un plus haut à 85,48. Donc à 4 pips près, il a été atteint. Le scénario n'a pas été atteint, c'est pas grave. De toute façon, je reste haussier sur la UDI. Voilà, concrètement, je suis aussi dessus. Donc 4 pips, d'accord. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas valider le scénario. Techniquement, il n'a pas été atteint, mais il sera atteint, selon moi, dans les prochaines séances. Donc à yen, on garde le trait haussier. Le RSI ne donne pas de divergence baissière, que ce soit du daily ou du H4. NZD yen, donc on a une sous-performance du NZD actuellement, mais la tendance elle reste haussière vis-à-vis du yen. Hein. Ça m'étonnerait qu'on a une sous-performance du yen versus le NZD. Donc le NZD il devrait progresser avec un momentum un petit peu plus faible qu'on a connu ces dernières semaines, mais il devrait continuer de progresser jusqu'à au moins 82,47. Mes objectifs pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, ils sont matérialisés en rose sur mes graphiques. NZD-CAD, voilà, il avait été quasiment atteint hier, à 4 pips près. 0,9716 et l'objectif était à 4 pips près, il a été atteint. Bon là pour ceux qui sont sur le NZD CAD et qui n'ont pas clôturé la position, écoutez, je pense que on est parti pour une tendance baissière. Le NZD c'est plus la devise la plus forte. Le CAD en ce moment est extrêmement forte et tant que le pétrole rebondit, il fera pression sur le NZD CAD. Donc ça se trouve le NZD CAD pour revenir, c'est un exemple, hein. Je ne dis pas qu'il faut shorter le NZD CAD, loin de là. Mais en tout cas s'il revient sur les 0,94, là on aura je pense un très bon point d'achat, ça dépendra de la situation du pétrole bien évidemment, mais techniquement on aura un très bon point d'achat pour reviser les 0,9728. Voilà. Donc pour le moment NZD4 ce scénario là, il est fini.
On regarde l'euro-yen. L'euro-yen hier a été, l'objectif a été atteint, hein, même au-delà. 125,80 grâce aux propos de Mario Draghi. Prochaine résistance, alors 128,055. Je vais pas la mettre en tant qu'objectif étant donné qu'on y est relativement proche. Mais voilà, objectif qui a été atteint et qui avait été donné à 123. Les stratégies, de toute façon, pour ceux qui ont l'habitude de suivre ce webinaire, hein, vous vous en souvenez, c'est achat euro, achat UD, achat NZD, vente yen, vente dollar. Donc maintenant, vous croisez ces données-là, euro yen, euro dollar, enfin achat euro yen, achat euro dollar, achat UD yen, achat AUD USD, achat NZD yen, achat NZD USD. Donc voilà, concrètement, en intraday, hausse du CAD, hausse de l'AUD. C'est les deux devises qu'on va essayer de shorter, payer, pardon. On va privilégier plutôt les positions sur l'AUD étant donné que sur du moyen terme, il est parti pour superformer. Donc AUD yen, voilà, c'est vraiment le prochain objectif avec un fort potentiel. 85,52, c'est pour moi le minimum. On ira probablement chercher le 86,32. Quelle autre devise qui est intéressante? L'euro yen. Hein. Voilà, l'euro yen 128. Ensuite, on ira probablement chercher les 130. Là, on est parti pour aller chercher les 130 sur du moyen terme, disons plusieurs semaines. Bon point d'achat de l'euro GBP, nous dit François. Alors l'euro GBP, oui, concrètement, bon point d'entrée. De toute façon, on est sur... oui, honnêtement, on est sur un très bon point d'entrée pour aller chercher les 0,90. Voilà, je ne constate pas de divergence baissière de l'euro GBP avec le RSI, que ce soit sur du journalier ou du 4 heures. Donc voilà, honnêtement, la tendance est plutôt saine. Frédéric nous dit l'or, le RSI 50 n'a pas encore cassé. Alors, voyons, nous allons voir ça ensemble. Alors, on va regarder ça en journalier. Non, il n'a pas encore cassé, donc pour le moment, la tendance, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de tendance sur le gold. Un jour c'est bullish, un jour on a un fort retracement. Alors, on va positionner les 50 du RSI. Vous voyez que ça n'a pas encore été cassé, donc tant qu'on n'a pas cette cassure, on peut pas vraiment dire qu'on a une tendance haussière. En tout cas, on peut pas dire qu'il y a une majorité de traders à l'achat. Donc le gold, moi concrètement, pour le moment, je reste neutre. Dès qu'on aura une capture de 50, ça sera un signal de hausse. On garde le sentiment d'IG. Voilà, le spot gold. Et là, on peut voir que les positions acheteuses diminuent. Donc, le nombre de traders longs a augmenté par rapport à la semaine dernière. Alors ça, c'est important à voir. Et le nombre de positions short est 7,8% plus faible que la semaine dernière. Bon, pour le moment, ces données ne nous donnent pas un sentiment haussier pour le gold. Voilà, mais dès qu'on verra, vous voyez que le sentiment commence à baisser. Et regardez ici, baisse du gold, hausse du sentiment. Baisse du sentiment, hausse du gold. Hausse du sentiment, baisse du gold. Voilà, c'est un indicateur contrarien. Donc là, on a une baisse du sentiment. Ça pourrait être un signal baissier. Voilà, c'est encore trop tôt, on n'a pas encore de... Vous voyez, on peut avoir des faux signaux aussi. On peut avoir ce type de signal. Donc baisse du sentiment, ensuite ça rebondit, ensuite ça redescend. Donc on n'a peut-être pas fait le point bas sur le gold, mais en tout cas on peut voir qu'il y a un essoufflement des positions acheteuses, qu'on peut voir ici. Voilà, donc le gold, on attend encore quelques séances avant de passer à l'achat et reviser bien les 1270, 1200, 1300, tout simplement. En intraday, alors, en intraday, moi je suis assez mitigé, je pense que le cours va évoluer autour des 1250, donc 1248, 1252. Concrètement, le cours devrait rester dans ce niveau de prix. On va terminer par le pétrole, malgré le fait qu'on l'a déjà vu. Le pétrole, voilà, il bute sous résistance sur les 38,2% de retracement de la tendance haussière de 2016. En 2016, je vous rappelle que le cours du pétrole a doublé. Il était passé de 25 environ à 50, voire même le plus haut à 55 $. Donc voilà, il avait plus de doublé le pétrole. Donc c'est normal qu'on a un repli d'un point de vue technique.
il rebondit, j'aimerais qu'il revienne sur 50% pour le payer. Voilà, sur du moyen terme. À court terme, honnêtement, bah, encore une fois, hein, je vous l'ai dit, on a les stocks de pétrole qui sont publiés à 16h30 aujourd'hui. Voilà, stock de pétrole, alors 16h30, stock de pétrole brut dans le département de l'énergie, attendu en déstockage. Donc voilà, si c'est un déstockage, ça devrait normalement soutenir le pétrole. Dans le cas contraire, en tout cas si c'est un restockage, c'est sûr que ça l'affaiblira. Alors on regarde vite rapidement les indices européens. Donc voilà, la baisse s'accentue depuis l'ouverture. Ça fait 45 minutes que les marchés européens ont ouvert et vous voyez que on a, c'est pas un faux signal de vente, hein. Enfin c'est pas un faux gap baissier. En tout cas pour le moment. Le DAX, vous voyez, il est toujours baissier. L'Eurostoxx, voilà, toujours baissier. Voilà, écoutez, merci à vous tous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous sur cdfx.fr pour la poursuite des stratégies, le suivi des stratégies données dans ce webinaire et même les stratégies données par Vincent et Yoav Nizar. Donc voilà, excellente journée à vous tous. Merci pour votre attention et sinon rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau point de marché.